Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis pour cette dernière analyse du scénario de la saga Gravity Rush. Alors comme d'hab, on va spoiler sévère, donc si vous voulez pas vous faire gâcher l'intrigue, ne regardez pas cette vidéo. Par contre, si vous avez déjà fini le jeu ou que vous n'en avez rien à battre, n'hésitez pas. De toute façon, c'est pas comme si vous alliez rater grand chose. Bref, pour cet épisode, je préfère vous prévenir, je vais citer un bon paquet d'incohérences et de facilités scénaristiques, et ce, dans toutes les parties de la vidéo. Parce qu'il y en a tellement que j'ai pas pu faire autrement. Et ça ne représente qu'un tiers de tout ce que j'ai repéré dans le jeu. Allez, c'est parti pour la souffrance. We're close. There should be no oasis in Tout commence alors que Kat et Sid sont désormais affiliés au village de Banga. Merci JDG de m'avoir foutu dans la tête cette pub que j'avais jamais vue avant tes vidéos. Bref, nos deux héros ont été transportés dans ce village suite à l'événement de New Era Leon et... Attends, quel événement de New Era Leon? T'as pas vu l'animé qui fait le lien entre les jeux? Bah... non. Eh bah tant pis pour ta gueule. Bref, privés de poussière et séparés de Raven, nos deux acolytes se sont plus ou moins liés d'amitié avec Lisa, la responsable de Banga, et de Cecilie, une jeune fille timide, elle aussi amenée sur place par une tempête gravitationnelle. Certains événements permettent à Kat de retrouver, purement par hasard, poussière et ses pouvoirs, et ainsi d'améliorer le rendement des mines de Banga. Mais c'est alors que Vogo, le seul commerçant apte à vendre les gemmes au conseil, tente à plusieurs reprises d'arnaquer Lisa, ce à quoi ils échappent grâce à la gravité N, qui trouve un filon considérable de gemmes au sein d'une faille. Suite à cela, Banga doit retourner s'amarrer à Jirga-Paralao, la cité flottante principale, dont Lisa et son peuple étaient à l'origine les véritables maîtres, avant que le conseil ne débarque pour les exiler et les réduire à l'état de quasi-esclaves. Horrifié par les écarts entre les différentes classes sociales, Kat choisit de venir en aide aux citoyens de Lei Elgona, la partie la plus basse de la cité où la pauvreté est considérable. Mais en agissant ainsi, elle se met à dos les plus hautes autorités de Jirga-Paralao, à savoir le fameux conseil qui lui lâche l'armée aux trousses. La garnison use alors de son arme la plus redoutable, Tempête Nocturne, qui se révèle être Raven. D'abord choquée et facilement vaincue, Kat ne doit sa survie qu'à un ordre de retrait de la garnison ordonné en haut lieu. Mais pourquoi? Ils ont one-shot l'héroïne et pourraient faire absolument tout ce qu'ils veulent sans que personne ne s'oppose. Je sais pas, et ce sera jamais précisé dans l'intrigue. Bref, Kat tente de retrouver son ami, parti éradiquer tout Banga en représailles, et parvient à vaincre Raven et à briser son masque, lui rendant son libre arbitre, et permettant aux deux Gravité N de s'allier contre la garnison et ses immenses mechas, les contraignant à battre en retraite. Contactées par Vogo, les deux filles apprennent que ce dernier s'est découvert un penchant révolutionnaire et souhaite renverser le conseil. Mais c'était un piège qui a permis à la garnison de capturer Lisa, Sid et Cecilie, les prenant ainsi en otage. Le conseil ordonne alors aux Gravité N de plonger dans une nouvelle faille, où leur dernière expédition n'a plus donné signe de vie. Elles obéissent, mais à condition que leurs compagnons soient libérés. Attends, même Raven? Oui. Elles y retrouvent le quartier de New Era Leon, où elles sont agressées par une étrange énergie noire. La faille se referme, contraignant les filles à franchir le vortex qui se referme à la dernière putain de fraction de seconde. Mais elles ont la stupéfaction de se rendre compte que le méchant conseil n'a pas l'intention de libérer leurs copains. Sauf Lisa, apparemment, qui manque de bol est précisément celle qui va lancer la rébellion. Donc, nos héros vont libérer les prisonniers, le fort Bismalia est remis à sa place par les Gravité N, et la révolution est une victoire totale, permettant à la tribu là-haut de retrouver leur pouvoir d'antan. Le conseil est cependant parvenu à se terrer dans un bunker, mais... coup de bol! Un immense Navy, créé à partir de New Era Leon, massacre le conseil et dévore petit à petit la cité, ainsi que Cecilie, contraignant les Gravité N à se rendre à l'intérieur pour mieux libérer leur ami et en détruire la source maléfique. Mais... une énergie noire apparaît, entraînant Raven et Cecilie dans un nouveau vortex, et Kat se jette à leur suite. Elle y retrouve Gade et Siania, qui lui annoncent que depuis un certain incident, ils ne peuvent plus intervenir à leur guise. C'était quoi cet incident? Alors pour faire simple, ça se traduit par « on n'a pas trouvé mieux pour empêcher les dieux d'interférer avec le scénario ». Ah. Kat se retrouve alors projetée à Exeville, où elle est mêlée aux combines du docteur Brahman, inventeur des Grigos et responsable des pouvoirs de Kali Angel, une super-héroïne ayant remplacé Kat dans son rôle d'ange gardien de la ville. Pour lutter contre la maladie de sa fille, Brahman l'a accidentellement figée dans le temps et souhaite faire subir le même sort à la cité dans le seul but de la rejoindre. Kat s'interpose, ce qui lui vaut de faire alliance avec les rebelles dont est membre Yunica.
Problème, si la responsabilité de Brahman et Kali Angel sont publiquement révélées, cette dernière se montre une redoutable adversaire pour Kat, alors en très mauvaise posture. Comme par putain de hasard, c'est à ce moment que la faille se rouvre, révélant Raven et Cessier. Mais Brahman a pu réaliser que Cessier n'était autre que la sœur de Kali, Durga, disparue depuis des années. Kali essuie un nouvel échec, mais la partie angélique cristalline de Cessier s'éveille, permettant la renaissance de Durga Angel. Réunis, les deux sœurs ont un potentiel illimité qui leur permet de mettre à bas les gravitéennes, de justesse sauvées par Unica et Parmet qui les emmènent au loin. Et les anges les ont pas suivis pour achever leur travail? Non. Plongés dans le coma, les gravitéennes accèdent mentalement à une faille. Oui, parce que maintenant, il n'y a plus besoin de s'y rendre physiquement. Un rêve, ça suffit. Faille qui leur permet de développer un niveau ultime de puissance. À leur réveil, pas question de discuter stratégie avec les ex-militaires, tout le monde retourne à l'assaut contre les anges, dont le projet d'immobilisation temporelle est activé. Mais coup de bol, l'immobilisation temporelle est annulée par l'arrivée de Lisa et de tout Jergapar qui permet le retour de Cessier dans la réalité. Refusant cela, Kali disjoncte et se transforme en une espèce d'immonde blob géant. Parce que les gamers adorent les gros monstres. Kali anéanti et Brahman tué, tout semble rentrer dans l'ordre et tout le monde a survécu. Enfin, sauf Sid qui demeure introuvable. Mais Kat est contactée par l'esprit d'Électricité, une déesse emprisonnée dans un endroit très en hauteur du pilier. On voit alors Exville se faire rattraper par le trou noir, vous savez, celui qui bouffait la base du pilier dans l'épisode précédent, et qui a réussi à rejoindre la cité sans que personne ne le remarque. Électricité disparaît au profit de Alias, qui indique à Kat qu'elle doit retourner au sommet du pilier pour retrouver sa mémoire et devenir la lumière qui repoussera les ténèbres. Mais pourquoi? Scénarium. Bref, Raven et Kat escaladent le pilier en 4ème vitesse, et une fois au sommet, sont conduites au château royal d'Eto. Raven est capturée et Kat soumise à un lavage de cerveau. On lui affirme qu'elle est l'ancienne reine Aloy, disparue après qu'une maladie l'ait affectée pendant un siècle. Grâce à Alias, Kat retrouve la mémoire, ainsi que Raven et Poussière, enfermés dans un cachot. Poussière était dans un réceptacle spécial? Comme pour le premier épisode? Ah non, il était juste derrière une porte fermée. C'est moi ou ça devient de plus en plus con? On révèle alors que Xicero, conseiller du roi, a trahi la reine Aloy un siècle plus tôt, permettant l'arrivée sur le trône de Kai, une immonde petite pourriture. Se sentant coupable, Xicero a choisi de pactiser avec Alias pour permettre à la reine légitime de retrouver son autorité. Mais gros manque de bol, Kai a justement décidé de se promener dans les couloirs et est, par hasard, tombé sur les conspirateurs. Il massacre Alias, qui en fait était un robot, ainsi que Xicero avant que son cerf ailé ne relâche un nuage de brume pour aveugler Kat. Et il s'en sert pour prendre l'avantage sur Kat et la tuer? Non, il s'enfuit. Mais ça n'a aucun sens! Ah, parce que c'est seulement maintenant que tu t'en rends compte? Il libère Électricité et la renvoie vers Exville pour anéantir la cité et ainsi créer un nouveau monde. Raven est envoyée sur place pour aider les forces militaires à affronter la déesse, mais sans succès, et elle finit par être anéantie avec tous ses compagnons. De son côté, Kat parvient à découvrir son passé, laissée pour morte pour avoir tenté d'inviter les populations inférieures à échapper au trou noir en venant à Eto. Mais également que Sid, l'ancien ami de Xicero, fut trahi et assassiné alors qu'il tentait de sauver Aloy. Choquée par ces événements, la jeune reine en perdit la mémoire et l'horreur de la situation conduisit Octet, le troisième créateur, à permettre à la jeune fille de créer son gardien gravitique, lui évitant une chute mortelle. Ah, vu comment les scènes sont montées, c'est précisément ce que ça implique. De retour sur Terre et constatant le carnage ainsi que la mort de tous ses amis, Kat entre dans une rage folle. Et grâce au dernier don des créateurs, qui se sacrifie alors... Non, moi non plus, je sais pas comment ça marche et j'ai arrêté d'essayer de comprendre. Kat parvient à anéantir Électricité. Sauf qu'alors que Kai est vaincu et humilié par une gifle bien méritée, voilà que l'énergie noire intervient à nouveau, faisant fusionner Kai et son animal gravitique, créant une espèce d'immonde cerbère surpuissant. Parce que les gamers adorent les gros monstres. Octet réalise alors qui est cette entité, le néant, la fin de tout, niché au fond du trou noir du pilier. La gravitéenne est tout bonnement laminée et privée de ses pouvoirs, et même Durga Angel est massacrée. Mais alors que Kat est aux portes de la mort, voilà que les habitants d'Exville se mettent à chanter, saluant l'arrivée de Sid qui révèle son identité d'Alias, ainsi que l'artefact lui permettant de contrôler les Na'vi pour les envoyer sur le boss final. L'espoir permet à la jeune fille de non seulement retrouver ses forces et ses pouvoirs, mais également d'intégrer le corbeau gravitique de Raven. Elle parvient alors à lancer un coup de grâce dévastateur, faisant d'elle une super Ultima Sailor guerrière Saiyan de la gravité atmosphérique de sa maman, et ainsi de créer des milliards de corbeaux et de panthères qui envahissent la créature. Mais ça n'a aucun sens! Stop vos gueules! Fermez vos gueules, s'il vous plaît! Bref, le gros monstre est vaporisé parce que...
et Kat décide d'aller affronter le néant sur son territoire en plein milieu du trou noir. Un an plus tard, Raven, qui a visiblement survécu et conservé ses pouvoirs et son corbeau, alors qu'on a clairement vu Kat plonger dans le néant avec les deux animaux, Raven est donc devenue la nouvelle héroïne d'Axeville. Et on apprend que nos amis ont tous survécu à l'affrontement avec le boss final. Parce que cet univers n'a aucune putain de conséquences. Je déconne pas, le seul à crever définitivement, c'est le Black. Putain de raciste! Et donc, malgré le fait qu'elle soit triste à l'idée de ne jamais revoir Kat, Raven n'a jamais perdu espoir. Elle finit cependant par entendre un miaulement de chat. Elle le suit, et la piste semble sans issue, mais elle se retourne alors vers la caméra, et son visage s'éclaire, révélant que Kat a bel et bien survécu, et est de retour. Et c'est ainsi que se termine Gravity Rush 2. Et putain, c'est pas trop tôt! Oh mon diable, mais quelle horreur! Mais c'est insupportable! Alors comment essayer de résumer tout ça sans m'énerver? L'univers de Gravity Rush a eu la volonté de s'étendre. D'une certaine manière, tant mieux. Ça nous a permis de comprendre que ce monde ne se limitait pas au pilier central et aux quelques villes qui y étaient accrochées, mais qu'il existait bien d'autres cités flottantes. Si Jirga par là-haut est plutôt appréciable, nous offrant une ambiance assez dépaysante par rapport à Exeville, c'est là que va débarquer un des principaux axes moraux du jeu, la lutte des classes. Bah ouais, les pauvres vivent dans des bidonvilles et les plus riches sont une sorte de jet-set déconnecté de la réalité. Même le point de vue des sans-abri dans une société où il est impossible d'obtenir un emploi sans être légalement enregistré est abordé avec ce ville. Alors, certaines quêtes secondaires viennent nuancer le tout, mais globalement, ça reste très manichéen. D'autant plus lorsqu'on sait que le conseil, qui a abusé de sa puissance pour exiler la tribu là-haut et s'accaparer toute leur possession, est composé de vieux croutons uniquement motivés par l'appât du gain. Tellement qu'ils en viennent à augmenter les taxes au point que les commerçants ne peuvent plus faire de bénéfices, et que toute forme de mécontentement peut se conclure par l'arrivée de l'armée devant votre porte. Une armée que beaucoup d'habitants sont forcés à rejoindre, et tellement courageuse que rien que pour botter le cul d'une bande de voleurs, ils sont obligés d'embarquer des mechas armés de Gatling. Le problème, c'est que tout ça n'est pas si simple. Si on avait été dans un univers de contes de fées, où la limite entre gentil et méchant est parfaitement claire, j'aurais pu l'accepter. Problème, Gravity Rush 2 s'est mis en tête de devenir plus mature. Sauf que c'est raté. Même si à plusieurs reprises le jeu tente de nuancer son propos, il échoue systématiquement. Tenez, quand le conseil est renversé, c'est à Lisa de gérer la cité, mais elle se retrouve confrontée à un choix problématique. Les pauvres et les riches ont des points de vue largement différents sur la situation, rendant la décision à prendre difficile à choisir. Et c'est là que le jeu nous prouve son manque de maturité. Il veut aborder des problématiques complexes, montrer que selon le point de vue, la justice n'a pas la même gueule, ce qui est louable. Mais là, il est littéralement en train de nous dire que les riches ont le droit d'être plus riches que les pauvres, et qu'il faut surtout pas mélanger les classes, sinon ce sera le chaos. Je déconne pas, les aristos n'ont absolument aucun autre argument en leur faveur. Et le fait qu'ils disent que eux, ils payent des taxes hyper lourdes, j'y crois pas. Absolument rien dans le jeu ne me pousse à le croire. Qu'on vienne me dire que les militaires ou les médecins gagnent plus que le commun des mortels, ok. Parce qu'ils risquent leur vie en affrontant des ennemis ou parce qu'ils se démènent pour la santé du peuple. Donc effectivement, une petite compensation est appréciable. Mais les aristos ne servent à rien de tout ça. Sans aller jusqu'à les buter comme le réclame le peuple, faut pas déconner non plus. Les contraindre à un niveau de vie moins luxueux pour que tout le monde soit plus ou moins égal, ça me semble pas particulièrement dur. Et si ça peut les empêcher d'avoir des caprices du genre cramer des ressources essentielles just for fun, ouais, il faut le faire! Un autre point qui était censé jouer avec le manichéisme, c'est le conseil. Après qu'il ait été vaincu, on laisse entendre une plus grande menace, avant de nous montrer une faille bombardée par des vaisseaux militaires, dont l'un qui se fait purement one-shot. Ça aurait pu être un peu comme avec Fable 3. On doit renverser un tyran qui s'accapare toutes les ressources, mais une fois qu'on a pris sa place, on se rend compte que les ressources servaient à pallier un danger beaucoup plus grand, qui risque d'anéantir le royaume. Si le conseil avait fait tout ça dans le but de s'assurer que la chose dans la faille ne sortirait pas, on aurait pu comprendre. Mais non, même pas. C'est eux qui l'ont ouverte, et ils la gardent ouverte pour l'exploiter. Donc ce sont vraiment des méchants purs et durs qui ne pensent qu'à leur gueule. Vous essayez vraiment d'apporter de la nuance là? Bah laissez-moi vous dire que c'est raté. À la limite, le seul point que j'ai trouvé bien écrit, ça a été lors de l'apparition du monstre de New Iraleon, où le territoire des riches était le premier menacé, et les aristocrates réduits à supplier le reste de la ville de les évacuer. Sauf que là, c'était Lisa qui avait les mains liées, car elle ne pouvait pas décemment demander à ceux qui ont souffert à cause des riches de tendre la main à leurs oppresseurs. Là, c'était logique et bien utilisé. Du côté d'Exeville, la cité est désormais sous contrôle totalitaire. Encore. Avec les Grigos représentant une milice privée jugée plus efficace que la police et obéissant aveuglément aux ordres de leur créateur, qui est carrément devenu le maire.
au point que toute la ville est de son côté et boit littéralement les paroles de celui parvenu à apporter la sécurité absolue. Alors si c'est plutôt bien géré, je suis en revanche assez critique vis-à-vis de l'amnésie de la cité, qui après seulement 3 ans a complètement oublié Kat. À tel point que je m'étais demandé si j'avais pas atterri dans une ex-ville alternative, ou si Brahma n'avait pas utilisé un système d'amnésie pour mieux faire accepter Kelly Angel. Des théories qui ont été invalidées parce que certains personnages se souvenaient parfaitement de Kat. Et le pire, c'est que je suis le premier à dire que, passé un certain temps sans aucune preuve, les humains oublient peu à peu. Ok, mais pas en 3 ans quoi. Mais le pire, ça reste avec Eto, qui se trouve être tellement resserré avec une séquence d'exposition abusivement longue et répétitive pour décrire son environnement. Et c'est un peu la sensation amère que m'a laissé l'intégralité du jeu en fait. Il est trop resserré. Comme s'ils avaient voulu balancer toutes les idées qui leur restaient sous la main pour finir l'intrigue définitivement avec un seul épisode. Et du coup, comme pour Défiance ou Dreamfall Chapters, c'était une très mauvaise idée. Mais pour moi, le vrai gros problème, en plus de l'intrigue resserrée, c'est que le jeu veut tout le temps surenchérir. Toujours ressortir de son chapeau de nouveaux événements, de nouveaux ennemis, à tel point que pendant le final, j'ai vraiment cru que j'étais dans les derniers chapitres de Naruto, avec un nouveau boss final toutes les 2 pages. Et bien entendu, tout cela n'a aucune conséquence. On montre les héros et leurs alliés se faire littéralement massacrer par des ennemis tout puissants, parfois même se faire one-shot, mais en fin de compte, on révèle que tout va bien. Tout le monde est en parfaite santé, personne n'a souffert de la quasi-fin du monde, alors que... Non, ça peut pas se finir comme ça. Tout le monde a souffert. Tenez, juste un exemple. Chaque fois que Kat se mettait à crier, généralement pour une attaque finale, ça donnait ça. Par contre, quand elle se rend compte du carnage opéré par Electricity, ça donne ça. Pour que la petite naïve, qui a toujours eu le cœur sur la main, se mette à hurler de cette façon, c'est pas parce que ses potes sont KO, mais parce qu'ils sont morts. Et c'est là où une des principales défenses de l'univers de Gravity Rush s'effondre. Oui, dans le premier opus, l'innocence globale laissait entendre qu'on pouvait se trouver dans un conte de fées, ou bien un milieu merveilleux où la logique n'a pas vraiment cours, et où les conséquences ne sont qu'une légende urbaine. Sauf que ça marche pas. On est dans un univers de magouille commerciale, de complot politique, de trahison, etc., etc. Si on a tout ça, vous êtes obligé de nous pondre un univers logique et cohérent. Enfin bon, bref, je suggère qu'on s'arrête là, histoire de passer directement au point suivant. Alors là encore, pas question de passer 2 heures sur chacun. J'en ai ni le temps, ni l'envie. Puisqu'au final, toutes les psychologies sont assez basiques. Kai veut détruire Exeville pour recréer le monde, parce que ça lui a été soufflé en rêve par le néant. Electricity, rien à analyser. Unica, elle aurait pu ne pas apparaître dans cet opus, que ça aurait rien changé. Brahman se contredit à plusieurs reprises, étant juste un monstre obsédé par sa recherche. Non, sans deck. Sa fille est bloquée dans le temps. Et il veut faire subir la même chose à toute la ville. Or, ta fille est toujours malade. Tu l'as dit toi-même, elle n'est pas guérie. Au contraire, maintenant qu'elle est plus ou moins cryogénisée, ça te permet d'avoir le temps de concevoir un remède. Ce que t'as arrêté de faire. Deuxièmement, là encore, tu l'as dit toi-même, ça n'arrête pas le temps. Ça le ralentit. Mais pour des personnes qui vivent dans cette bulle temporelle, ça ne change rien. C'est comme pour les enfants du village perdu, ils étaient pas plus ralentis que Exeville. Même si t'es réuni avec ta fille, ça va rien changer. Vous serez juste tous les deux bloqués sans que quoi que ce soit n'évolue. Pire encore, en tant qu'individu le plus intelligent d'Exeville, tu es probablement le seul capable de lui trouver un remède. Bref, on va s'arrêter là tout de suite et passer à un duo de personnages particulièrement agaçants. Non, je parlais pas d'eux, mais de... Quoique si, en fait. Ils méritent carrément que je leur chie à la gueule. Je hais ces 2 persos. Depuis le début du premier jeu, ils n'ont fait que me cracher à la gueule et me reprocher tous leurs déboires. Il a fallu que Kat trouve un travail pour rembourser leur maison, alors que le père n'avait lui-même pas le cran de se trouver son propre job. Je suis même prêt à parier que s'ils ont pu ouvrir leur commerce de crème glacée, c'est uniquement parce que Kat leur a prémâché tout le boulot. Et à présent qu'on les retrouve dans cet opus, non seulement je vais me casser le cul à aider Auchan à lutter contre son alcoolisme, quête annexe longue, chiante et répétitive comme d'hab, mais en plus dès que la situation va dégénérer pour Kat, il va la trahir aussi sec. Et à la fin du jeu, on m'annonce avec un grand sourire que ouais, le petit EJ va entrer à l'académie d'Exeville. Super. Mais je n'ai rien à branler.
Ça fait 2 jeux que vous me cassez les ovaires, j'ai aucune envie de me réjouir pour vous. Enfin bref, ça c'était juste pour me défouler. Non, le vrai premier duo à analyser, c'était... Tout comme le premier jeu en avait abusé, on a là aussi un cliché de manga. Le premier rival qui finit par devenir un allié. Sauf que ça marche pas. Dans les situations habituelles, ce cliché est acceptable parce que le héros et son rival ont globalement les mêmes objectifs, mais ne sont pas ennemis à tous les niveaux. Parfois même, c'est juste le rival qui comprend qu'il n'a pas suivi la bonne voie pour atteindre son objectif. C'est pas le cas de Vogo. C'est pas juste un arnaqueur qui s'arrangeait pour se faire un petit pourcentage en plus, non. Le mec était prêt à ruiner tout Banga. Et il se mettrait de leur côté? Au contraire, il aurait été plus logique qu'il recommence à trahir tout le monde sitôt qu'il en avait l'opportunité. Le mec a pas hésité à capturer et probablement torturer un habitant du village. À la limite, Fi aurait été un rival beaucoup plus acceptable, qui refuse les tricheries et voue un culte à l'honneur, contraignant son frère à suivre son code, quitte à devoir faire une croix sur ses arnaques. Enfin bon, il considère l'honneur plus important que tout. Par contre, fouetter une adolescente juste parce qu'elle a la langue un peu trop pendue, ça le dérange pas. Mais on révélera que Vogo n'est pas un si mauvais bougre, puisqu'il ira jusqu'à se sacrifier pour éviter à Jirga par là-haut d'être anéanti par Bismalia. Acte déjà peu crédible vu la personnalité du mec. Je veux bien qu'il rejoigne le camp des révolutionnaires parce qu'il tient à Fi et veut pas lui tourner le dos, mais de là à jouer les kamikazes, faut pas déconner. Sans compter que là encore, on révèle qu'il a survécu comme par miracle. Je vous l'avais dit que ce jeu avait aucune conséquence. Putain, là on va commencer à se marrer. Alors, notre cher Sid, qui ici n'a pas trop perdu de son intelligence ou de ses capacités de bricoleur, est toujours attaché à Kat au point de braver tous les dangers afin de la sauver, est entre-temps devenu paresseux. Ok, d'une part je vois pas trop ce que ça apporte à part quelques scènes comiques, et c'est pas cohérent avec le premier épisode. Le mec ne rechigne pas à bosser, c'est juste qu'il réclame souvent l'aide de Kat pour des trucs qu'il peut pas faire lui-même. Et c'est pas non plus cohérent avec le final du second jeu, qui révèle qu'il est à la fois alias depuis le début, et un protecteur de la reine Alwa qui a été assassiné en essayant de la sauver. Bon, par quoi je commence? Admettons qu'il ait survécu au poignard. Ça voudrait dire qu'il a descendu le pilier jusqu'à Exeville, tâche déjà longue et pénible pour un gravité 1, alors pour un sans pouvoir j'imagine même pas. Et il est arrivé avant Kat à Exeville, tellement longtemps avant qu'il a eu largement l'opportunité de devenir officier de police. Mais en tenant compte de la différence de l'écoulement du temps avec le trou noir, ça passe pas. Et leur première rencontre, il n'essaie pas de l'appeler par son titre, il a même pas l'air de la reconnaître. Est-ce qu'il savait d'office qu'elle ne se souviendrait pas de lui et ne voulait pas lui rendre la mémoire? Ou il est devenu amnésique lui aussi? Je veux bien accepter 2-3 conneries, mais faut pas abuser non plus. Et évidemment, le point le plus absurde, Sid et Alias ne feraient qu'une seule et même personne. Et bah pour le coup, Kat, tu avais parfaitement raison. C'est complètement ridicule. Même en admettant l'idée, je vous rappelle qu'Alias est un ennemi, qui avait à cœur de voler les gemmes sacrées de la ville, d'affronter Kat et de foutre la merde à Exeville. Alors le fait de retrouver un ancien ennemi, censé être mort depuis plusieurs années, est-ce que quelqu'un va poser des questions pour savoir comment il a survécu, ou si c'est une bonne idée de lui faire confiance? Nope! Tout va bien, aucun problème. Et puis bon, j'enfonce les portes ouvertes, mais si on explique ce qui permet à Alias de contrôler les Navy, à savoir cet artefact-là, ils lui viennent d'où tous ses pouvoirs? Sa capacité de téléportation, qui lui permet de voyager à sa guise à travers les failles, de presque tout connaître de l'avenir au point d'en prévenir différents personnages pour les envoyer dans la bonne direction. Est-ce que c'est un fantôme? Est-ce qu'il s'est réincarné? Est-ce que ce sont des pouvoirs pour certains des habitants d'Eto? Pourquoi est-ce que c'était un robot face à Kai? Pas la peine de poser ces questions, vous n'aurez aucune réponse. Finissons à présent avec notre tandem d'héroïnes. Alors déjà, commençons avec notre chère demoiselle au corbeau, qui est devenue une morphale. Non, sans deck, c'est le nouveau moyen de définir Raven. Elle est goinfre et avale l'équivalent de nourriture pour un régiment. Et encore, si on se fie à l'animé, Kat aussi est devenue une bouffeuse de compétition. Alors en soi, j'ai rien contre l'idée, hein, c'est une caractéristique comme une autre. Mais ça n'a jamais été ne serait-ce qu'insinué dans le premier jeu. La seule fois où on la voyait avaler un truc, c'était pendant le générique de fin où elle se faisait offrir une glace. Et elle avait limite l'air de faire sa diva en la léchouillant à peine. Mais si, globalement, la continuité du perso est plutôt respectée, c'est pas toujours le cas. Raven est une jeune fille violente, méfiante, qui a déjà eu affaire à des mensonges éhontés et des complots politiques. Le fait que Kat soit bloquée en voyant ses compagnons pris en otage, je peux le comprendre. Mais pas Raven. Elle ne se serait jamais laissée faire. Et elle aurait encore moins accepté un quelconque marché avec le conseil. Au contraire, son premier réflexe aurait été de prendre le dessus,
dans une zone où je vous le rappelle il n'y avait aucun garde, et de les menacer en mode « Vous relâchez nos copains, sinon je vous bute ». À Exville, Raven a laissé les gens souffrir pendant des années, tout ça dans l'espoir qu'on sauve les enfants perdus. Ce qui implique que la demoiselle est capable de sacrifier des gens qu'elle connaît à peine pour protéger ce qui lui tient vraiment à cœur. Et dans cet épisode, la seule personne à qui elle tient vraiment en dehors des gosses, c'est Kat. Par contre, il y a un truc qui est problématique avec Raven. Ce sont ses origines. C'est une gravitéenne, adoptée bébé par des habitants d'Exville. Les gravitéens étant tous originaires d'Eto, on pouvait supposer qu'elle venait de là. Or, les seuls à disposer d'un animal gravitique sont les membres de la famille royale. Et à aucun moment, personne ne fera la moindre remarque sur un bébé de la royauté qui aurait disparu. Et encore, je simplifie parce que le système de famille royale d'Eto est complètement fucké. Lorsqu'un roi meurt, c'est une révélation divine qui désigne son successeur parmi le peuple. Sous-entendu, tant que le roi est pas mort, pas de successeur. Et donc, si Raven est toujours en vie et censé être de la royauté, et ce depuis plus d'un siècle, rappelez-vous tous les micmacs temporels à mesure qu'on se rapproche du trou noir, alors par quel putain de miracle pourrait-il y avoir d'autres gravitéens? Et de la même manière, si Kat est toujours reine d'Eto, comment Kai aurait pu lui succéder et avoir son gardien gravitique? Et le DLC, il est pas censé expliquer ses origines à Raven? Apparemment non, et de ce que j'en ai entendu, il apporte davantage de questions que de réponses. Et vu à quel point Gravity Rush 2 était pénible, long et chiant, j'avoue que j'ai aucune envie de le tester. Finissons maintenant avec notre chère Kat, qui, vous vous en souvenez, était singulièrement naïve dans le premier épisode. Ce qui était logique, vu que la donzelle était amnésique. Et c'était cohérent avec la reine Aloy, qui a un trop grand cœur pour accepter le mal et la trahison. Tellement du mal que se faire trahir lui a carrément fait perdre la mémoire. Mais là, elle a une intelligence en dents de scie. Autant des fois elle semble assez raisonnable, et même plutôt mature, et à d'autres moments elle devient carrément stupide. Et encore, je me fie qu'aux quêtes principales. Non, parce que si vous suivez toutes les missions secondaires, vu le nombre de fois où elle se fait entuber, c'est limite un retard mental. Après, nous avons au moins le mérite de comprendre comment elle a pu en arriver là. Elle était une reine avec une trop grande compassion, au point qu'elle avait enregistré un message pour inviter les populations inférieures à rejoindre Eto. Action que l'entourage royal n'avait pu accepter, et s'était donc ligué pour l'éjecter du trône. Chose facilitée par le fait que la jeune fille n'avait toujours pas son animal gravitique. Manque de bol pour eux, c'est précisément ce qui causa son apparition. Et on va maintenant passer à la partie amusante. Alors, comme je l'ai dit un peu plus tôt, je vais pas pouvoir vous citer toutes les incohérences du jeu. Même si j'en ai relevé pas mal dans les autres parties, il y en a toujours beaucoup trop. Et si je les relève une par une, la vidéo va durer 2h30. Donc, on va se focaliser sur seulement quelques-unes, c'est-à-dire les points qui m'ont le plus donné envie de hurler. À deux reprises, les ennemis possèdent une capacité de soumettre les héroïnes à leur volonté. Le masque de contrôle mental pour le conseil de Jirga Paralao et l'amnésie pour Eto. Ce à quoi j'ai une question toute conne. Pourquoi ils en servent qu'une fois? Sans déconner, le masque de l'armée a servi à contrôler Raven. Il y a donc fort à parier que la garnison peut en concevoir d'autres. Alors pourquoi ce masque ne réapparaît plus jamais? Littéralement, avec ce truc, le conseil pourrait soumettre tous ses opposants à sa volonté. Et pareil avec l'amnésie d'Eto. S'ils peuvent effacer la mémoire des gens, pourquoi ils l'ont pas fait pour Raven? Pourquoi ils ont pas fait ça pour Aloy un siècle plus tôt au lieu d'essayer de la tuer? La réponse, elle est toute conne, parce que ça arrange le scénario. Alors, je pense que tous ceux qui ont joué au jeu s'en souviennent, le long du pilier, il y a régulièrement des tempêtes gravitationnelles, tellement infranchissables qu'elles réclament de passer par l'intérieur du pilier. Ok, dans ce cas, comment se fait-il que Aloy ait atterri à Exville sans dommage? Et venez pas me dire que c'est Poussière qui l'a protégé, s'il était apte à traverser les vortex sans problème, Kat en serait tout autant capable. En général, quand vous avez une rébellion, ou une résistance, généralement face à un état totalitaire, ça implique un truc tout con. Les rebelles n'ont pas autant de pouvoir que leur ennemi. Au contraire, c'est même pour ça qu'ils sont contraints d'user de discrétion et de combine pour pas se faire massacrer. Sauf qu'ici, visiblement, les rebelles ont une quantité infinie de troupes et de véhicules, dont des anciens membres de l'armée comportant Cuboméduse, qui, je vous le rappelle, est l'équivalent technologique d'une gravitéenne. Ils parviennent à pirater des grigos pour en faire des kamikazes, et juste pour faire diversion, ont le loisir de balancer une dizaine de missiles aériens sur le commissariat. Eh bah ça va, ils ont l'air d'avoir les moyens. Mais bon, ça m'a fait tiquer, mais c'est pas si grave que ça. Ce qui m'a foutu en rogne, en revanche, c'est que les rebelles obéissent aux ordres de Denelika.
Vous êtes en train de me dire que le connard qui a transformé Exeville en dictature totalitaire et qui a voulu commettre un génocide au sein de la population pour satisfaire ses ambitions personnelles est désormais le chef des rebelles? Mais vous méritez totalement la situation de merde dans laquelle vous vous trouvez en fait! Denelika qui, au passage, je sais pas si vous vous en souvenez, était censé connaître Kat et ses origines. Sous scénario, bien entendu, balancé aux oubliettes. Ah, et vous connaissez la plus drôle? Quand ils ont repris le pouvoir pour affronter l'électricité, ils utilisent l'anémone de mer. Oui, l'arme surpuissante qui a échappé à leur contrôle et manqué d'éradiquer toute forme de vie à Exeville. Et ils en ont fait plusieurs exemplaires! Mais allez crever, bande de cons incapables d'apprendre de leurs erreurs! Évidemment, là encore, il y a plusieurs incohérences dans la gestion des pouvoirs de Kat. Mais bon, j'ai suffisamment râlé là-dessus, vous faites un copier-coller de ce que j'ai déjà dit dans l'épisode précédent, ça suffira. Mais 3 points m'ont singulièrement troublé. Le premier, c'est que Kat a passé plusieurs mois depuis son atterrissage à Banga, loin de poussière. Les gravitéens sont intimement liés aux animaux gravitiques qui sont une partie d'eux-mêmes. Alors qu'ils puissent être entravés d'une manière ou d'une autre, pourquoi pas? Mais qu'ils puissent être séparés aussi longtemps sans qu'il y ait de conséquences physiques ou mentales? Bon, ouais, ok, c'est pas vraiment une incohérence, mais je vous avoue que ça m'a travaillé pendant un moment. Ensuite, au début du jeu, tout Banga remettait en question les pouvoirs de Kat tant qu'elle était incapable de les prouver. Ce qui était logique, hein, et sous-entendait que personne n'avait jamais vu de gravitéen. Par contre, les habitants de Jirka-Paralao ne s'en étonneront jamais. Peut-être parce que ça aurait été trop chiant de remettre ça sur le tapis à chaque fois. Bah dans ce cas, autant dire que les habitants de Banga connaissent les gravitéens et leurs pouvoirs, mais ne soient juste pas convaincus que Kat en soit une. Sauf que là, avant son arrivée, ils en avaient jamais entendu parler. Contrairement à Exeville, où même si les gens ne connaissaient pas Kat personnellement, ils avaient tous plus ou moins eu affaire aux gravitéens. Le troisième et dernier point, c'est lorsque l'on voit Kat saigner pour la première fois. Ouais, alors, si le fait de se manger une casserole maladroitement lancée par un vieux malade suffit à faire saigner Kat, comment elle fait pour survivre face aux Navy? Et venez pas me dire que c'est parce qu'elle a pas ses pouvoirs, elle les a! Et je vous rappelle que 2 minutes plus tard, elle résiste à des balles! Ah, et on oublie aussi tout ce qui a été mis en place dans l'épisode précédent, hein. Les pommiers de gravité, on oublie! Qu'en est-il du lien entre les Navy et les gravitéens? On zappe! Et pour ce qui est des Navy susceptibles de développer des émotions, eh bien toutes ces questions, vous pouvez vous les enfoncer dans votre cul avec un mouchoir par-dessus, parce qu'on n'y reviendra plus jamais! Bien! Et on va finir avec probablement l'incohérence qui m'a vraiment donné envie de m'arracher les cheveux et de balancer le jeu par la fenêtre. Alors, brossons le portrait. Jirka-Paralao est une cité flottante à plusieurs étages. Et voici que débarque un énorme monstre volant qui peut absorber tout ce qui se trouve à proximité pour se régénérer et se renforcer. Bref, la situation est catastrophique, mais voilà que Cessier débarque avec une idée que tout le monde trouve absolument géniale. Faisons sauter un pont, comme ça, le monstre ne pourra pas atteindre la ville. Waouh! Je crois que j'ai rarement entendu une idée aussi débile. Le monstre vole et est un trou noir vivant. Détruire un pont ne va même pas le ralentir, vous perdez juste du temps. Et le pire, c'est que le scénario est d'accord avec moi, ça ne sert à rien. Et juste pour savoir, dans l'épisode précédent, on disait que le monde entier était juste un rêve de Siania. Il y a eu plus d'infos? Oui, le rêve est toujours là, et il se fissure peu à peu. Et ça a été réparé? Et y a pas de risque que le rêve finisse par s'achever? Putain de merde. Je me souviens qu'une fois, j'avais lu un test sur un jeu vidéo, dont je me rappelle plus le titre. Par contre, ils avaient laissé passer une petite perle, que Gravity Rush 2 mériterait sans aucun doute. Alors oui, le jeu a un scénario. Maintenant de là à le noter... Ah bah oui, c'est clair que là, ça me fait relativiser tout ce que j'ai pu dire sur les Assassin's Creed. À côté de Gravity Rush 2, tous les scénarios des Encapuchonnés sont des chefs-d'œuvre d'écriture. Et ça me fait sacrément mal au cul de l'admettre. Ce scénario ne vaut rien. Je veux dire... C'est à peine le niveau d'écriture d'un enfant de primaire, et clairement pas un gamin précoce. Je suis le premier à dire qu'il faut des histoires pour tous les goûts. Mais là, non, c'est débile. L'univers n'a aucun sens, l'histoire part dans toutes les directions mais refuse d'en assumer une seule. Et si encore on partait sur un bon gros délire qui se considérait comme tel et envoyait volontairement chier la cohérence, j'aurais rien dit. Au contraire, je l'aurais acclamé. Sauf que c'est pas le cas non plus. Et malgré le fait que le jeu avait la volonté d'aborder des thématiques sociales, des thématiques réelles, qui sont non seulement importantes mais également très graves, il n'a pas le niveau de maturité suffisante pour les maîtriser. En conséquence, le scénario mérite 3 sur 20.
C'est tellement stupide à tous les niveaux que ça mérite même pas un 10e de point supplémentaire. Et donc pour ce qui est de la note finale du jeu, on obtient 5 sur 20. Ce jeu, c'est un cancer. Il ne mérite pas un grain de poussière de votre attention. Contentez-vous du premier épisode, considérez qu'il n'a jamais eu de suite, et fuyez l'épisode 2 comme la peste. Voilà, on en a terminé avec Gravity Rush 2. Je vous invite donc à me rejoindre pour l'épisode sur la conclusion de cette saga, qui sortira très bientôt. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, et à bientôt, à bord de l'Universalis.